Salut à tous et bienvenue dans ce deuxième épisode de Sweat Story. Aujourd'hui, on accueille Simon, athlète de niveau international, Jeux Olympiques, championnat du monde. Bref, une personne ultra inspirante. Simon, Bonsoir, bienvenue, salut. merci. Et écoute, c'est un véritable plaisir, même un honneur de t'avoir parce que tu es un athlète coach aujourd'hui de très haut niveau et en fait, c'est une discussion que ça fait longtemps que je veux avoir avec toi parce que Merci. c'est toujours super enrichissant de pouvoir discuter ensemble. On n'a pas pris le temps à la salle d'échanger trop parce qu'à chaque fois on se C'est croise un toujours petit pris, peu tu et coaches, toujours tu coaches, tu coaches. ça J'ai doit pas être le ça, temps. ouais, c'est ça. Et puis mais même je suis très ravi qu'on l'ait pas fait parce qu'aujourd'hui on va pouvoir prendre le temps de parler de choses qui moi m'intéressent beaucoup et que je suis sûr va inspirer pas mal de gens au vu de ton parcours. Donc avant de rentrer dans le vif du sujet, est-ce que tu pourrais te présenter pour les personnes qui te connaissent pas encore? Ouais, alors moi je m'appelle Simon Fourcade, mon nom est un petit peu plus connu que mon prénom, avec un petit frère qui me succède, on va dire, mais qui m'a précédé grandement sur pas mal de lignes de palmarès. J'ai 40 ans depuis quelques jours. J'ai un petit garçon qui a 6 ans et voilà, j'ai été athlète en biathlon, donc ski de fond plus tir à la carabine, pendant presque 15 ans et je suis depuis 5 ans coach. J'ai arrêté ma carrière en 2019. J'ai été 4 ans coach des juniors et j'ai basculé avec le groupe A, le groupe élite hommes en mai dernier. Et j'ai fait ma première saison que je viens de terminer. Donc voilà, je rattaque sur une nouvelle prépa à partir du 1er mai. Ok, parfait. Est-ce que tu pourrais essayer de préciser un peu plus qu'est le biathlon et parce qu'il y a plusieurs épreuves entre guillemets quand on est un biathlète et, euh, et aussi ce qui fait la particularité de ce sport. Euh, voilà, bah, je te laisse Mm. décrire. J'ai envie de j'ai envie de D'apprendre. le dire, mais je te laisse faire. Je te laisse faire. Le biathlon, en fait, c'est du ski de fond, donc un sport qui est très complet, Mm. où on utilise voilà, tous les groupes musculaires, également très cardio, voilà, avec une forte montée en intensité lors des runs. Des efforts qui peuvent varier entre une petite dizaine de minutes, on va dire, jusqu'à en biathlon environ 50 minutes, 1 heure, et du tir à la carabine, du coup, où c'est justement à l'inverse un effort très posé qui demande et qui requiert pas mal de qualité de précision, de faculté à se calmer, à faire redescendre ses pulsations, à être plutôt posé et très focus. Donc voilà, donc on passe d'un sport avec pas mal d'excitation à un sport très posé, très calme d'un autre côté. Et c'est un petit peu cette ambivalence qui fait la beauté de ce sport et qui, je pense, rend ce sport aussi atypique et aussi attractif parce qu'il connaît depuis quelques années un fort engouement, notamment avec la diffusion sur la chaîne L'équipe, une chaîne publique qui connaît des audiences assez importantes. Et ça crée voilà, derrière tout un engouement au niveau du public et puis aussi au niveau des pratiquants, avec pas mal de jeunes qui se lancent de plus en plus sur la discipline. Ok, et justement, cette ambivalence dont tu parles entre la partie très très intense, moi tu sais que j'ai jamais pratiqué. Hein, j'ai pratiqué récemment, l'hiver dernier pour la première fois le ski de fond, mais avant j'avais des retours d'athlètes qui me disaient que c'était le sport le plus intense qu'ils aient jamais pratiqué, le ski de fond, et toi de me le confirmer ou pas après, mais euh, donc effectivement, ça va demander effectivement énormément de masse musculaire mise en jeu pour pouvoir se déplacer dans la neige avec des skis et puis tout un équipement. Et puis tu utilises les bras aussi, donc forcément ça demande beaucoup de demande énergétique. Et en même temps, comme tu disais, le tir, tu as besoin d'avoir une concentration. On sait, enfin on voit souvent, quand on voit d'ailleurs au JO ou même les athlètes qui font du tir, on voit qu'il y a une extrême concentration. On sait qu'ils font beaucoup de prépa mentale pour pouvoir justement être capable de viser au bon endroit. Et en plus, au biathlon, si tu fais une erreur, tu le payes. Parce que soit je crois que tu payes d'un tour C'est ça. de piste,
Petit tour de Soit tu 50 prends des mètres. pénalités de temps, je C'est crois. ça, exactement. Hem Tu bien bossé, hein? et ça ouais, mais forcément ça a un impact parce que en fait, si tu dois on aurait pu se dire: «Bah, voilà, tu dois tirer jusqu'à ce que tu fini de tirer sur tous les cases blanches Visuel, ouais. et cases noires», je sais plus si elles sont Ouais, noires ou case blanches, noire ouais, qui cases deviennent noires blanches. et en fait dire: «Bah, quand tu as fini, tu repars». Non, là, c'est-à-dire que en plus tu as un stress, c'est que si tu loupes, tu vas te taper encore quelque chose qui va te faire perdre du temps et tout ça pour dire que, hem comment toi, en tant qu'athlète, tu gérais cette phase où, bah, tu dois, tout envoyer sur la partie cardio, et après quand tu dois arriver et là tu dois être, au meilleur de ta précision et ton calme pour pouvoir, performer? Comment tu faisais toi ça pour gérer ce Cette moment-là? appréhension, j'ai envie de dire que c'est de la préparation. Il faut arriver avec une certaine dose de confiance, un certain niveau de confiance. On n'y arrive pas tout le temps. Pour ça, il y a pas 36 solutions. Il y a travailler, d'abord pour, voilà, pour construire un capital et une base de confiance qui soit suffisamment importante Mmh, et ça, le travail aide beaucoup et ensuite, il y a un travail sur soi également à faire et ça, c'est un petit peu à tout un chacun de voir les biais qu'il peut utiliser pour justement, arriver à être dans les meilleures dispositions pour arriver au tir. Ça, c'est vraiment, spécifique à chacun. Il y en a, ça va être en se recentrant vraiment sur soi. Il y en a d'autres, ça va être un petit peu plus en extériorisant les choses et en ayant besoin de se stimuler, par d'autres biais, notamment des fois par la concurrence. On a un sport qui s'effectue un petit peu en confrontation, à l'image mmh, d'un duel, un petit peu certaines fois comme il peut y avoir en tennis. On peut même être plusieurs sur ces confrontations. Et des fois, ça va être avec la volonté d'aller défoncer l'autre, tout simplement, d'aller tirer la première balle avant lui, d'aller finir de descendre la cible et pouvoir repartir sur la piste avant, l'envie de vaincre et d'autres, voilà, pour utiliser simplement, 2 spécificités. Pour d'autres mmh, athlètes, ça va être, vraiment d'avoir un recul sur soi-même, d'arriver posé, d'arriver à se recentrer, à se mettre dans sa bulle et justement à ne pas en sortir, à être vraiment concentré sur ce qu'on fait, en occultant tout ce qui se passe autour. Donc voilà, il y a vraiment plein de manières de faire. Il y a également, ces manières de faire, ça dépend des athlètes, mais ça dépend aussi des moments. Des moments où on va être en pleine confiance, on va sentir qu'on peut tout casser et on va avoir cette faculté en fait à arriver, vraiment conquérant sur le pas de tir, parce qu'on a cette dose de confiance qui nous permet de venir, voilà, et d'aborder, notre tir sur le pas de tir de cette manière. À d'autres moments, on va moins l'avoir, il va forcément falloir faire un pas de recul, et peut-être, appuyer sur des points un petit peu plus techniques parce que les choses nous semblent moins faciles. Donc, il faut prendre le temps de construire les choses. C'est aussi ce qui nous donne des fois la faculté de tirer lentement, de tirer plus rapidement. Mais en tout cas, c'est tout un travail en amont qu'on a travaillé, tu l'as évoqué tout à l'heure, mmh, soit avec des préparateurs mentaux ou voire même des psychologues, hein, il ne faut pas avoir peur de le dire, hein, un mmh, préparateur mental, c'est un psychologue un petit peu pour la performance, qui mmh, axe les choses sur la performance, ou à l'entraînement également, parce qu'on essaye de venir se mettre dans des situations qui vont nous perturber, soit des fois en ayant de la musique fort dans les oreilles, en se mettant en difficulté. Des fois, on a l'entraîneur qui nous enlève des balles sur la carabine alors qu'on n'en sait rien pendant qu'on arrive sur notre séquence de tir, ce qui a tendance à nous perturber et il faut vite revenir aux affaires pour pouvoir aller finir de descendre les cibles. Par contre, il y a quelque chose qu'on peut jamais reproduire à l'entraînement. En fait, c'est le stress qu'on va retrouver en mmh, compétition. Tu l'évoquais tout à l'heure, mmh, c'est ce tour de pénalité qui va avoir forcément une incidence beaucoup plus importante en mmh, compétition que ce qu'on peut l'avoir à l'entraînement. L'entraînement, on peut rater entre guillemets toutes les balles qu'on veut, mmh, il n'y a pas forcément d'incidence derrière. En compétition, justement, il y a ce challenge, il y a le fait d'arriver sur une dernière balle et de se dire, celle-là, si je la mets, je suis champion olympique, si je la rate, je peux finir dans les tréfonds du classement. Donc ça, c'est uniquement en compétition qu'on l'acquiert. Et ça, on a besoin d'expérience, c'est le vécu. Et il y en a qui apprennent plus rapidement que d'autres aussi. Donc certains ont besoin de plus de courses. Euh, et puis voilà, il y a toujours des pas de recul. Une carrière en biathlon. Et je pense que c'est pour ça qu'il y a beaucoup d'humilité dans ce sport, en tout cas.
c'est parce que tu sais que tu peux être au sommet et très vite dégringoler à la 40e place uniquement parce que tu auras 3 balles le lendemain sur une cible, alors que la veille, tu as terminé premier de la course, et inversement, tu peux terminer dans les tréfonds du classement, et à l'inverse, le lendemain, remonter fort fort sur la liste de résultats, juste avec, quelques centimètres de correction face aux cibles. Autant le niveau physique en lui-même va pas forcément changer. Un niveau physique, quand il est là, il est installé, mais une méforme va pas s'installer Mmh. en Mmh. 2 jours. Mmh. En tir, il y a vraiment énormément de choses qui peuvent se passer. Ouais, parce que donc en fait, ce que tu dis, c'est que nous, on voit souvent, en fait, ce qui va plus nous parler, ça va être l'effort physique que demande la partie ski de fond. Et en fait, là, ce que tu es en train de dire, c'est que en fait, la course, elle se joue sur le pas de tir, quoi. Alors, elle joue sur les 2 aspects. Maintenant, il Mmh. y a une chose qui est sûre, c'est ça va être beaucoup plus compliqué d'aller chercher à gagner 25 secondes, Ouais. 20-25 secondes Mmh. en ski, Mmh. que Que d'arriver à tout faire toutes les cibles, d'arriver quoi. à faire toutes les Mmh. cibles. Ouais. Parce que grosso modo, quand on prend une pénalité, c'est un tour de 50 mètres, Mmh. ça fait à peu près 20 secondes, en fonction des conditions de neige, pardon, mais en général c'est 20 secondes. Arriver à gagner et à gratter 20 secondes sur les skis, C'est c'est énorme. quelque chose qui va être très très Mmh. compliqué, alors que des fois, il suffit de quelques centimètres, quelques millimètres même, pour arriver Oui, ou 2-3 à secondes de limiter, concentration, quoi, en plus, voilà, ouais. Mmh. OK. exactement, à OK. limiter en fait l'impact que peut avoir la pénalité sur notre course. Et tu disais tout à l'heure qu'il y avait deux styles, enfin 2 styles, il y en a plusieurs Il y en a sûrement, mais plein, tu en as évoqué il y en 2. a une Mais multitude. toi, t'es plus le style, je rentre dans ma bulle, je fais attention à pas être perturbé par ce qui passe à côté. C'est souvent ce qu'on entend, tu vois, des athlètes de haut niveau, tu vois, qui voient, il faut réussir à faire abstraction de tout ce qu'il y a autour pour pouvoir se concentrer surtout sur quelque chose d'aussi précis. Ou alors, est-ce que t'es celui qui va vouloir atomiser le gars à côté, ou est-ce que ça change des fois, tu vois? Ça Ça peut change. changer en fonction de l'objectif. Pour moi, ça a souvent changé. Souvent, j'avais un petit peu du mal à rentrer dans les compétitions, alors qu'on a la chance d'avoir un sport avec plusieurs épreuves. Ouais. Donc souvent, j'avais du mal à rentrer dans la compétition parce que j'étais vraiment centré sur moi. Il y avait vraiment une dose de stress, pas mal d'appréhension à rentrer et à venir réaliser cette première course. Et généralement, mes résultats sur les premières courses n'étaient pas exceptionnels. Par contre, en fait, une fois que j'étais lancé, j'arrivais à me lâcher et à ce moment-là, j'étais beaucoup plus dans une attitude conquérante, Mmh. une attitude offensive, parce qu'il fallait peut-être que je rattrape la merde que j'avais fait, que j'avais fait la veille, parce que justement j'avais eu du mal à me stimuler et à Mmh. être aussi conquérant. J'étais un petit peu pris sous la pression, mais une fois que j'étais libéré, ça allait beaucoup mieux. Et j'arrivais, par exemple, sur des championnats du monde, des entrées assez timides. Et puis par contre, une fois la première épreuve passée, j'arrivais à me libérer et à être complètement en possession de mes moyens sur les épreuves suivantes, donc avec des attitudes, comme tu le disais, Mmh. beaucoup plus conquérantes, beaucoup plus offensives, où tu arrives sur le pas de tir et il n'y a rien qui te fait peur. Est-ce que tu dirais que le fait de rentrer timidement dans la compétition, ça a joué sur, forcément, je vais dire, c'est une question à la con, mais que ça a joué sur toi, ta carrière et tes performances à des moments peut-être clés où tu aurais pu être peut-être gagné, parce que je sais que tu as fait un podium au championnat du monde, je crois que c'était une troisième place, une deuxième place, Une je sais deuxième plus, deuxième place. place, Ouais. euh, sur le sprint, Sur sur l'individuel, l'individuel. ouais. Il n'y a pas de Même chose, mal, pardon. t'inquiète. Et donc, ça, est-ce que, par exemple, après on peut prendre cette compétition-là, mais je crois que t'as fait 5e, 6e, 5e, tu as fait des Ouais, super places aussi sur les autres. ouais. Euh, En prenant cette compétition-là en particulier, est-ce que là, tu as réussi à mieux rentrer dedans tout de suite, ou est-ce que tu as fait comme d'hab, parce que où tu es rentré et tu as dû rattraper après derrière Non, ça a fait un petit peu comme d'hab, sauf que là, en fait, la première compétition avait, en tout cas individuellement, un petit peu moins d'incidence, Ok, parce qu'en fait, c'était un relais. Derrière, d'accord. j'enchaîne avec Ok. des très belles places d'honneur. Tu l'as dit, je fais quatrième, je crois, cinquième, sixième. Et puis sur la quatrième course, j'arrive à être pleinement libéré, pleinement en possession de mes moyens, et je viens faire une course quasi parfaite. Et ensuite, il faut avoir conscience d'une chose, hein, c'est que le résultat, il dépend pas que de soi non plus. Ouais. Moi, quand je fais quatrième, cinquième, sixième, c'est des courses où j'étais à mon plein potentiel.
malheureusement, il y avait eu meilleur que moi sur ces courses-là. Mmh. Et puis le jour en fait où j'arrive sur l'individuel, je crois que je fais un 19 sur 20 si je dis pas de bêtises. OK, sur le tir. Ouais, Mmh. 19 sur 20 au tir. Et là, voilà, c'est même pas un tir parfait, mais en tout cas, ce jour-là, j'ai été meilleur que les autres et j'ai réussi et j'ai pu me retrouver devant en venant chercher ce podium sur ce championnat du monde. Ouais. Donc, bien sûr que je pense que si j'avais été un petit peu plus libéré, ça m'aurait peut-être permis d'aller chercher des secondes. En plus, souvent, le sprint dans les compétitions en fait, va avoir une incidence sur la poursuite. Ouais. On prend les écarts du sprint Mmh. pour partir sur la poursuite le lendemain. Donc forcément, plus on termine loin sur le sprint, plus on va s'élancer avec du temps par rapport au premier sur la poursuite. Donc ça a forcément une incidence. Maintenant, en tout cas sur les championnats que tu évoques, je crois que c'était ceux de 2012, si je Ouais, dis pas de 2012, bêtises. 2011, Ouais. 2012. Sur ces championnats, j'ai très très peu de regrets parce que j'étais en pleine possession de mes moyens. Je viens chercher des super places. Et puis voilà, et puis ça finit sur un podium sur la quatrième course, je crois, mais en tout cas sur la globalité des championnats, je crois que je ne sors pas des 6 premiers. Donc Ouais. c'était vraiment des super super championnats pour moi. Et tu penses, est-ce que tu es arrivé à, avec ton équipe ou toi, ou peut-être pas, à réussir à déterminer ce qui a fait la différence? Alors tu as parlé aussi forcément des concurrents, toi quand tu finis 4, 5, 6, qui étaient plus forts que toi ce jour-là, et même si c'était à toi à 100%. Mais bon, ça fait quand même une moyenne qui est quand même une des moyennes les plus fortes que tu as eues, je pense, sur toutes les courses. Et est-ce que toi, tu as réussi à identifier peut-être quelque chose qui a fait la diff par rapport aux autres saisons, ou est-ce que en fait c'était le jour J et en fait là tout s'est aligné et voilà, et c'est bien passé quoi. En fait, j'ai sortais de 2 saisons un petit peu compliquées. J'ai parlé de mon petit frère Mm. en début d'interview, Martin. Et en fait, voilà, moi j'ai eu une évolution très très forte en junior. J'ai été vraiment un très 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 bon athlète sur les années et sur les catégories jeunes. Et quand je suis arrivé en 2010, en fait, j'ai mon frère qui était bourré de talent et qui était une machine exceptionnelle et hors norme, qui a commencé à me rattraper. On a cherché une médaille sur les Jeux Olympiques, pardon, en 2010, alors que j'étais pressenti comme un des favoris Mhm. qui pouvait potentiellement aller chercher la médaille. Et c'est mon frère qui vient la catcher à ce moment-là. Ça a été assez compliqué à vivre pour moi, voir son petit frère qui vient le dépasser, qui vient dépasser le grand en tout cas. C'est jamais évident. Il y a une sorte de hiérarchie qui s'établit, je pense, Mm. durant l'enfance, où le grand frère il peut rouler des mécaniques et puis le petit il suit et il essaye de faire comme le grand. Et là en fait il y avait la hiérarchie qui s'inverse et voilà, ça existe en sport, mais ça existe dans plein d'autres domaines de la vie de tous les jours, j'ai envie de dire, et de tout un chacun. Je pense que ces rivalités un petit peu entre frangins, entre frères et sœurs, Mm. elles peuvent exister dans vraiment tous les domaines. Et moi, en fait, en 2010, j'ai eu énormément de mal à la vivre, cette confrontation avec mon petit frère, voir mon frère passer devant, récolter les lauriers qu'il méritait, mais voilà, pour lesquels je travaillais aussi et sur lesquels C'était un adversaire. c'est C'était un c'est- adversaire. C'était ton petit frère, mais c'était ton adversaire quand même. c'est un adversaire comme un Mm. autre, mais voilà, Mm. comme tu dis, c'était mon petit frère et du Mm. coup, il y avait une importance un petit peu plus importante pour moi. J'avais tendance à focaliser là-dessus complètement et j'ai vécu 2 saisons parce qu'en plus lui il a complètement explosé à ce Mm. moment-là. En 2010-2011, j'ai vécu 2 saisons vraiment très compliquées et en fait à la veille de ces championnats du monde, voilà, il y avait une forte rivalité entre nous. Ça dépasse un petit peu le cadre du sport. C'était compliqué entre nous dans la vie de tous les jours. En plus, on vit tout le temps ensemble Mm. parce qu'on s'entraînait, on avait nos Et les stages en stages aussi. commun, etc. Les repas de famille, je t'en parle pas, c'était la cata. Et du coup, voilà, la veille de ces championnats du monde, j'ai mon frère qui est venu me voir et en gros, il y a une sorte de, je dirais pas ce qu'il m'a dit, mais il y a une sorte de paix qui s'est établie entre nous à ce moment-là, et ça m'a permis en fait de passer à autre chose. Et ça a fait aussi que je me suis rendu compte que mon petit frère, il était non seulement meilleur que moi, parce qu'en fait, moi je focalisais sur nous, sur notre confrontation, il était meilleur que moi, mais il était meilleur que tous les athlètes de la Coupe du Monde à ce moment-là. Et Oui, en t'as, fait, t'as, t'as perdu contre le meilleur exa- biathlète de quasiment de tous les temps. Donc, exactement, c'est mm.
c'était un petit peu ça. Et tu le savais pas à l'époque? Exactement. Mmh. Et à partir de ce moment-là, à la veille de ces championnats du monde, je commence à m'en rendre compte et je crois que ça a été quelque chose qui a permis de me libérer pour m'exprimer pleinement sur ces championnats. Et je- voilà, on parle souvent des qualités physiques, de la préparation, de la faculté à se mettre dedans, à se mettre dans sa bulle avant une compétition. Voilà, je pense que là, ce jour-là, il y a quelque chose d'un petit peu plus grand et de plus important qui est venu Mmh. impacter sur, sur mon état émotionnel, sur mon mental, sur quelque chose qui me bloquait un petit peu depuis 2 ans et qui m'a permis en fait de me libérer et de m'exprimer pleinement sur ces courses. Ouais, et puis surtout qu'en plus, on dit tout le temps que il faut essayer de faire abstraction de ce qui se passe, autour, que, comme tu disais, il faut se mettre dans sa bulle, et cetera. Mais en fait, on est tous humains et en fait, quand il t'arrive des choses, faut le prendre et faire avec. Tu peux Exactement, ouais. pas, bah, en fait, je commence Faut ma course, il y a plus rien qui se passe à côté. Non, c'est pas comme ça, quoi. faut l'accueillir, faut Bah, l'accepter. mais ça Mais c'est mais vrai, ça, c'est je pense vrai. que, enfin, moi, c'est quelque chose quand même, une «rivalité» entre guillemets entre frères. Heu, Moi, j'ai pas vécu ça et je peux pas mettre à ta place, mais on peut essayer de comprendre que, ça peut être difficile et surtout, comme tu disais, avec toi, une ambition que tu avais et ça se comprend après effectivement, ce qui doit être extrêmement difficile, c'est réussir à accepter le fait qu'en fait, effectivement, c'est le meilleur biathlète de tous les temps, et que en fait, tu as fait un passage de relais et que le passage de relais, en fait, c'est aussi grâce à toi. Parce que c'est une question que je voulais te poser au début, c'est parce que tu viens avec ton accent, on entend quand même Du que tu es un sud. peu plus du sud quand même que Je suis né à les Perpignan, ouais. montagnes, tu vois? Je suis né à Et Perpignan. OK et qu'est-ce qui t'a mis au ski de fond? Parce que c'est pas forcément quelque chose qui est évident comme ça. Qu'est-ce qui a fait que tu t'es pris de passion pour ce sport? Alors moi, je suis né à Perpignan, j'ai une maman orthophoniste, un papa qui était maître nageur à la base, et mon père a toujours été un amoureux des grands espaces, et en fait, il a voulu devenir accompagnateur en montagne. Donc en fait, on a OK, déménagé du côté de Font-Romeu. OK. Donc c'est comme ça en fait que j'ai connu les sports de pleine nature, essentiellement grâce à mon père et ma mère qui pratiquait ça, voilà, de la randonnée, du ski de fond, du vélo. C'était notre quotidien dans les Pyrénées à cette époque-là avec mes frangins. Et c'est comme ça, en tout cas, que j'ai pris goût au sport de pleine nature. J'ai pratiqué aussi le hockey sur glace, etc., qui m'a donné, pour le coup, certaines aptitudes sur la technique du skating en ski de fond, Mmh. voilà. Et puis, en fait, je l'ai fait pour suivre un petit peu les copains. Mes parents qui aimaient les sports de pleine nature avaient des amis qui aimaient les sports de pleine nature. Ils avaient des enfants. Donc, du coup, en fait, on était tous ensemble. Ils étaient dans un club de ski de fond. Donc, en fait, un peu bêtement, bah, pour être avec les potes, j'ai suivi. Mmh. J'ai commencé à pratiquer comme ça. D'abord avec le scolaire, hein, ensuite en club. Ensuite, avec la section sportive de Font-Romeu, où je suis rentré quand j'étais en sixième. Je suis rentré en section sportive. Et puis assez rapidement derrière, avec quelques aléas aussi, mais assez rapidement, à partir du moment où je me suis mis un petit peu à travailler, à prendre les choses un petit peu plus sérieusement, les résultats sont venus. Et du coup, je me suis dit, bah, pourquoi pas essayer de partir dans les Alpes pour aller dans un lycée, une structure un petit peu plus spécifique au ski. Parce que c'est vrai qu'on habite les Pyrénées, il y a énormément de déplacements pendant tout l'hiver, ça génère beaucoup de fatigue. Et du coup, bah, j'avais du mal un petit peu à m'exprimer sur les compètes. Il y avait des cours à rattraper pendant la semaine. On partait tôt le vendredi matin. On arrivait, on était complètement explosé sur les courses. On rentrait tard le dimanche soir, voire très tard dans la nuit. Il fallait reprendre les cours le lendemain, rattraper les cours qu'on avait ratés le vendredi sur la suite de la semaine. Donc c'était vraiment pas évident. Donc j'ai souhaité me rapprocher des Alpes, qui proposaient en fait une structure. Il y a pas mal de lycées qui proposent ça ici, c'est-à-dire première terminale en 3 ans au lieu de 2. Donc en fait, on est libéré pendant tout l'hiver Ouais. pour pouvoir faire du ski. Mmh. Et ça, c'était plutôt cool. Ça permet de se concentrer pleinement à ma discipline. Et à partir de ce moment-là, ben, ça a un petit peu explosé pour moi. J'ai eu de très bons résultats sur les catégories juniors. Je suis rentré très rapidement en équipe de France junior. Et derrière, voilà, ça s'est un petit peu enchaîné, mais ça a demandé certaines concessions. J'aime pas parler de sacrifice parce que pour moi, ce sacrifice, ça a vraiment une connotation ultra Mmh. négative. Et dans la mesure où je faisais ce que j'aimais, bah voilà, il n'y a rien de négatif là-dedans. Par
Par contre, ça demande des concessions. Choisir, c'est renoncer. J'ai choisi de faire du sport mais pour ça, il a fallu que je m'éloigne de ma famille, il a fallu que je m'éloigne de mes amis, il a fallu que, voilà, que je fasse l'impasse sur certains aspects d'une jeunesse peut-être un petit peu plus classique pour pouvoir exceller et faire du sport de haut niveau. Mais voilà, ça m'a tellement apporté, ça m'a tellement construit en tant que personne, ça m'a tellement voilà, tout donné derrière. Et puis en plus, mon petit frère est venu me rejoindre quelques années plus tard aussi, a suivi un petit peu le grand frère qui était parti dans les Alpes, que voilà, que j'ai aucun regret, vraiment aucun regret à avoir mis certaines choses de côté pendant un temps pour pouvoir aller en vivre d'autres. Et est-ce que tu sais, tu saurais dire à quel moment euh, que tu étais, peut-être apte à faire des grandes choses, tu vois, dans ce sport-là? Parce que moi, j'en connais, moi, je l'ai été dans un collège spécial sportif avec des classes spéciales pour les sportifs et tout. J'en connais plein qui l'ont fait, mais entre eux, te dire, ah, putain, ce gars-là, il est pas mal dans son sport, putain, ce serait bien qu'on puisse tenter un truc en l'emmenant dans une classe sportive pour voir où ça amène, etc. Je dis, ok, j'y vais, je kiffe, je vais faire du sport, comme ça, je fais peut-être moins d'école, ou voilà, en tout cas, je fais ce que j'aime. Entre ce moment-là où voilà, t'es parmi plein de gens qui, voilà, t'es au même niveau que tout le monde, en fait, et le moment où tu te dis, ok, là, peut-être que je vais pouvoir euh, vraiment en faire mon métier, ma vie, être un des meilleurs du monde, ou est-ce que c'est quelque chose, est-ce que tu as un moment précis, ou est-ce que ça s'est fait vraiment, comme tu as dit, très progressivement, avec, tu as monté les étapes, une par une, puis à un moment, équipe de France, puis quand on est équipe de France, forcément, bah, tu pars à l'étranger, tu vas faire des compètes un peu partout dans le monde. Est-ce que tu t'arrives à savoir un peu ce qu'il y a, à quel Alors au moment? début, les étapes sont faites un petit peu progressivement. J'ai encore une fois, je l'ai dit, il y a eu pas mal d'aléas au début. Ouais. J'étais pas ultra performant au début. En tout cas, j'avais tendance à prendre les choses un petit peu à la légère. Et une année, alors que j'étais encore dans les Pyrénées, en fait, moi j'étais vraiment là pour être avec les potes, en fait. Mm. Et il y a eu des sélections pour pouvoir partir sur le championnat de France, enfin sur une étape nationale en tout cas. Et moi, en fait, moi je suis resté à la maison parce que moi, je prenais les trucs un petit peu à la légère. Et tous mes potes sont partis. Et moi, je suis resté à la maison tout seul pendant une semaine. J'ai été tout seul pendant qu'eux ils étaient en train de s'éclater dans les Alpes. Et moi, je me suis dit, putain, mais en fait, le sport, c'est pas que de la déconne, quoi. À un moment donné, si tu as envie d'avoir les choses, va falloir sortir les doigts un petit peu et puis aller les chercher. Et c'est à partir de ce moment-là, à partir du moment où il y a eu ce déclic, que je me suis mis à m'entraîner un petit peu plus sérieusement. Je devais avoir 13-14 ans. Et où les choses ont commencé à monter crescendo, où les résultats ont commencé à arriver. C'est ce qui m'a permis de partir, et en tout cas d'avoir ma sélection, en tout cas pour intégrer un lycée climatique et sportif à Villard-de-Lans, qui était spécifique au ski. Et en fait, à partir du moment où je suis parti dans le Vercors, je me suis mis en mode commando. C'est-à-dire, À ok, 14 ans? ouais, à 16 ans. Ok. Là j'avais 16 ans, C'est même jeune, ouais, ok. mais là, je me suis mis en mode commando. Parce Ok. que pour moi, je laissais ma famille derrière moi. Ils habitaient à 6 heures. Alors, c'est pas le bout du monde, mais mine de Tu rien, les vois pas. voilà, je les Mm. vois pas. Je laissais mes amis aussi. Et pour moi, si je partais, c'était pas pour rien. Et en fait, je suis arrivé là-bas et vraiment, pendant un an, j'ai fait que ça. J'ai tellement fait que ça, en fait, que quand je suis rentré l'été suivant et que j'ai retrouvé mes potes, j'ai fait n'importe quoi. On est parti faire la fête pendant 2 mois en Espagne. Enfin voilà, j'ai vraiment fait n'importe quoi à ce moment-là parce que, en fait, j'ai complètement dégoupillé parce que pour moi, je voulais à tout prix réussir. Et pendant un an, j'ai fait que ça. Mais quand je dis j'ai fait que ça, c'est j'ai vraiment fait que ça. J'étais j'ai été omnubilé par ça. Gagner ma vie, j'en savais rien parce que vraiment Mm. le biathlon à l'époque, ça rapportait Ouais. pas. Mais être le meilleur, c'était ce que je voulais et j'avais envie de me prouver que je pouvais y arriver. J'avais pas envie en fait de me déplacer à 6 heures de route de chez moi pour pas y arriver. Donc en fait, je me suis vraiment mis en mode commando et pendant un an que j'ai fait que ça. Je rentrais pas pendant les vacances, je rentrais pas chez moi. Ma mère, elle devait me tirer pour me demander de revenir à Noël tellement pour moi le fait de rentrer, c'était quelque chose qui allait générer de la fatigue, et puis j'allais mal manger parce que c'était les fêtes de Noël, etc. Et donc du coup, en fait, pour moi, je devais y arriver et je me suis tellement donné les moyens que voilà que 4-5 mois après, quand on est jeune, forcément, ça va
beaucoup plus vite et qu'on s'investit un petit peu plus que Ouais. la moyenne, ça va beaucoup plus vite. Quelques temps après, en fait, je finis vice-champion du monde junior. Donc après, je rentre chez moi, j'ai un petit peu un passage à vide pendant l'été dont j'ai parlé. Et puis après, je suis retourné à nouveau en mode commando à partir de la rentrée. Après que mon père il m'a mis un bon coup de pied au cul pour y retourner quand même, parce qu'au début, j'avais pas envie d'y retourner par moi-même, parce que justement, j'avais la honte de retourner alors que je m'étais pas entraîné pendant l'été, j'avais peur de plus être au niveau, etc. Et en fait, j'y suis retourné. L'année suivante, je fais champion du monde. Et l'année encore après, je crois que je gagne 3 titres de champion du monde junior, un titre de vice-champion du monde junior sur les mêmes championnats. Et l'année encore suivante, je crois que j'ai 2 titres de champion du monde que je ramène à la maison, de champion du monde junior sur les catégories jeunes. Comme je disais, j'ai réussi à faire de très belles choses. Et après, j'ai un petit peu marqué le pas en senior. Parce que j'ai mis un petit peu plus de temps à passer le cap sur les catégories un petit peu plus élevées. Ok, est-ce que c'est quand même, enfin le souvent, enfin, on voit quand même que quand tu veux quelque chose et que tu bosses pour, tu vois, t'es quand même obligé de, comme tu disais d'ailleurs, de mettre des choses de côté, pas forcément faire des sacrifices, mais tu as fait un choix de dédier encore une partie de ta vie pour t'entraîner à fond. Euh, et, euh, et là, on se rend compte quand même que, alors je dis pas que c'est parce que tu vas travailler que tu vas y arriver, mais en tout cas, si tu dédies ta vie à quelque chose de très particulier, en tout cas, tu auras quand même beaucoup plus de chances d'y arriver. Et surtout quand c'est aussi, à mon avis, concurrentiel. Et ce que tu l'as dit, c'est qu'à 16 ans, quand même, je trouve ça assez exceptionnel de pouvoir être capable mentalement, alors même si ton père t'a mis un petit coup de pied au cul pour y retourner, mais tu avais déjà fait 1 an quand même solo, tu t'es dit, ok, maintenant on rigole plus, on y va. Euh, je trouve ça vachement jeune pour être capable tout seul, d'être capable de se motiver, de donner de la force et surtout tenir. Parce que nous, on en parle souvent à la salle des gens des gens normaux, on va dire, qui ont du mal à tenir une diète, qui ont du mal à venir s'entraîner, qui ont du mal, tu vois, on va dire les gens lambda. Et est-ce que c'est cette, parce que moi j'appelle ça une force de caractère, tu vois, est-ce que tu la tiens de quelqu'un, on te l'a enseigné ça, ou c'est vraiment ce moment où tu as dit, où j'ai vu les potes, c'est hors de question parce que même ça, tu vois, ça aurait pu ne pas, t'aurais pu te Ouais, toucher, mais pas trop te toucher, tu vois, mm, sur quelqu'un un peu de lambda, ça aurait mm. pu juste faire un effet, ok, je me sens seul, bon, bah, ok, c'est la vie, j'ai fait une erreur, et puis basta, et puis après, l'année d'après, bah, voilà, attendre, et en fait, toi, ça t'a vraiment touché, est-ce que tu penses que t'as quand même un trait de caractère dans ce sens-là qui fait donc tu lâches rien et que c'était déjà avant quand t'étais petit ou ça Non, s'est non. développé Non, non, parce que moi, j'avais pas du tout l'esprit de compétition quand j'étais Ok. petit. C'était vraiment pas quelque chose qui m'animait. Encore une fois, moi, j'ai commencé le ski de fond, c'était pour être avec les potes. Je faisais du hockey, c'était pour être avec les potes. Dès que ça a commencé un petit peu à, à, à friter en hockey, je me suis vite barré faire du ski de fond, alors que Ok. j'avais quelques qualités en hockey, hein, Mm. mais je n'aurais jamais fait joueur de NHL, je pense. Mais j'avais quelques qualités, je me débrouillais pas mal sur les patins. Et voilà, enfin, moi, la compétition, c'était vraiment pas mon truc. Et en fait, il a fallu certaines désillusions pour que j'arrive à me botter le cul et à acquérir une certaine rigueur et une certaine discipline qui m'ont permis voilà, de performer par la suite, quoi. Et quand, en fait, quand tu vois que en te donnant les moyens, en mettant certaines choses de côté, eh ben, il y a des résultats qui arrivent. Je pense que c'est cette chance-là que j'ai eue Mm. pour le coup. C'est que pour moi, ben, j'ai mis les choses de côté et les résultats sont arrivés relativement rapidement. Ça n'a pas été du jour au lendemain, mais c'est arrivé relativement rapidement. Et quand tu vois qu'en fait, ça, je le mets de côté, mais par contre, j'encaisse, eh ben, ça te donne la motivation de continuer. Bien En sûr. fait, Mm. là où c'est compliqué, c'est si tu mets des choses de côté Ça et marche que pas. derrière, ça paye pas. Mm. Là, c'est tout de suite plus dur. Et voilà, moi, c'est cette chance que j'ai eue, c'est voilà, de tout de suite mettre certaines choses de côté et puis que derrière, ben, ça se passe bien et que je puisse continuer mon cheminement en ce sens. Est-ce que cet apprentissage que tu as fait, est-ce que tu l'as compris assez tôt, c'est un peu ce retour sur ce que tu faisais, et est-ce que tu as pu le transmettre à ton frère et lui faire gagner du temps? Est-ce que tu penses que ça, tu as pu le faire ou pas? Parce que par l'exemple, tu sais, tu me disais tout à l'heure, enfin moi je suis le grand frère aussi, j'ai 2 petits frères, et comme tu disais tout à l'heure, les petits frères ils veulent faire comme le grand frère, tu vois, souvent. Et toi,
comme tu es en premier, tu fais un peu les conneries, tu vois, avant Mmh. les autres. En tout cas, moi, c'est ce que j'ai fait, tu vois. Et souvent, ça évite à tes petits frères de faire les mêmes conneries. Alors, faut qu'ils fassent leurs bêtises aussi, mais ils en font. Moi, mes frères, ils en ont fait un peu moins. Et parce que aussi, tu transmets, parce que tu es présent avec eux, parce que tu es proche. Et comme tu as l'air d'être vachement fusionnel avec ton frère, Mmh. tout ce que vous avez vécu, est-ce que tu as eu ce transfert un peu vers lui, de coacher, entre guillemets, un peu Ouais, forcément, il y a eu un petit peu de ça. Ensuite, mon frère, c'est quelqu'un qui arrive avec beaucoup de mon frère, ça a toujours été un amoureux du sport. Moi, au début, il fallait quand même me botter le cul, hein, pour aller Mm. faire du sport. Mon père, pour emmener faire du ski de fond, il devait me promettre le chocolat chaud à l'arrivée parce que sinon, je traînais la patte Ok. pendant toute la séance. Lui, mon frère, il a toujours eu cet amour du sport. Donc, en fait, il a eu un petit peu plus de facilité à aller vers le sport. Mm. Par contre, il avait zéro rigueur. Et je pense que, alors, je pense, hein, et c'est une supposition, mais je pense, pour en avoir parlé avec lui, j'en suis un petit peu plus persuadé, on va dire, mais voilà, ça restera à lui de le dire en tout cas. C'est-à-dire que moi, j'avais 4 ans de plus que lui, et quand il est venu me rejoindre à Villard-de-Lans, et en fait, j'ai fait un petit peu office de famille d'accueil pour lui. Mm. Moi, j'avais mon appartement, lui, il était plus jeune, il venait dormir certaines fois le week-end chez moi, etc. Et en fait, ben, il avait un grand frère qui se levait, qui allait s'entraîner quand lui, il avait envie de rester au pieu. Et moi, ben, je le bougeais un petit peu, quoi. En ce sens, je le bougeais un petit peu. Et je pense que j'ai réussi, euh, pas l'amour du sport, pas les qualités physiques, parce que ça, Mm. il les avait avant d'arriver à Villars. C'est ce qui lui a permis d'ailleurs de venir à Villars, parce qu'il avait été sélectionné dans le lycée sport-études Du aussi. talent, quoi. Voilà, Mm. talent et puis entraînement aussi, parce que du coup, bah, il allait se balader en montagne, et puis il était très, il avait plein de qualités. Mais par contre, au niveau de la rigueur, je pense que c'est moi pour le coup qui lui ai donné un petit peu et qui lui ai inculqué cette rigueur, parce que moi je l'avais intégré depuis plusieurs années, et que lui, ben voilà, il n'avait pas tout à fait intégré, et il a peut-être pu l'intégrer plus rapidement grâce à moi. Faudra que tu l'invites sur un prochain Ouais. podcast et que tu lui poses On la lui question. demandera, Ouais, voilà, y a pas de mais souci. Il habite souvent, pas loin. c'est Il vrai, en habite plus, pas ça, je loin. savais même pas, Ouais, tu vois. ouais, Ok. il habite à Annecy, c'est pour ça Ok. que je viens souvent ici. Ok. Ouais, tu vois, on dit souvent que, que le talent sans travail, tu vois, ça amène à rien, tu vois. Donc forcément, oui, quand tu as du talent, quand tu es jeune, souvent, parce que les qualités physiques sont pas encore développées, donc tu joues vraiment sur le talent. Mais ensuite, quand tu arrives à un certain âge où là, les qualités physiques se mettent en place, tes concurrents commencent à avoir les qualités physiques. Surtout, je pense, on en parlera après, euh, euh, par rapport aux pays nordiques, où eux, bah, c'est aussi une Une culture. culture. Euh, Où en fait si tu travailles pas, en fait, mais c'est là pour n'importe quel sport, je pense, ou n'importe quoi dans la vie, en fait, même si tu as des facilités, si tu viens pas bosser et répéter, tu vas pas aller aussi loin que ce que tu pouvais. Et je pense que, après, ce que tu disais, c'est que si toi, tu as réussi à lui inculquer ça le plus tôt possible, ça permet aussi pour lui de gagner peut-être des mois, des années, tu vois, sur la suite. Après, justement, ça me permet d'enchaîner sur un truc euh, que je trouve super intéressant aussi par rapport à ça, c'est maintenant on va dire ta deuxième carrière que tu as Mm. commencé directement après avoir mis fin à ta carrière d'athlète. Euh, C'était un choix que tu as fait, ou tu savais déjà que tu voulais après suivre d'autres athlètes plus jeunes et transmettre ce que tu avais appris, ou t'as été pris par une opportunité et voilà. Il y a eu un petit peu des deux, mais il y avait quelque chose qui était sûr, c'est que le biathlon m'a tellement apporté, le sport en général, mais le biathlon parce que c'est ma discipline, Mm. ça m'a tellement apporté, ça m'a tellement permis, j'ai l'impression de me recentrer sur certaines choses, et j'aurais tellement pu partir un petit peu en live à côté, parce que voilà, j'étais moyennement cadré sur mon adolescence, et je me cherchais un petit peu, donc voilà, sans dire que je faisais beaucoup de conneries, bah, j'avais du mal à trouver quelque chose qui me motivait, qui me permettait de m'engager et de trouver un sens à ma vie. Et j'ai l'impression que j'aurais tellement pu partir un petit peu en couille à côté, euh, que, euh, que, que le sport en fait m'a permis de me donner une ligne, de me donner une ligne et de me mettre une ligne de conduite à laquelle je me suis fixé, et qui m'a permis de devenir qui je suis aujourd'hui. Et je suis énormément reconnaissant à ma discipline pour ça. Et en ce sens, en fait, j'avais envie euh, de transmettre par la suite de ma carrière. Il y a des athlètes qui ont énormément compté pour moi. Raphaël Poiré, notamment, qui est un ancien biathlète des années 2000, on va dire, mais qui a été vraiment le,
voilà, un, de- un des masters de notre sport, là, sur les années 2010-2020, c'était Martin Fourcade, sur les années 2000-2010, c'était Raphaël Poiré. Et c'est quelqu'un qui m'a vraiment aidé à me construire, c'est quelqu'un que j'ai eu la chance de rencontrer, qui m'a aidé à me construire, et de la même manière qu'il m'a pris un petit peu sous son aile et qui m'a transmis les choses, bah, j'avais envie d'avoir ce retour pour les plus jeunes. Combien de temps, j'en savais rien, mais j'avais envie de pouvoir poursuivre dans cette voie, au moins pour 1 ou 2 ans, donner un petit peu de ce que j'avais appris à ma discipline, donner un simple retour par gratitude, et puis ensuite bah, voir ce qui m'aurait plu vraiment à côté, et si je m'épanouissais pas vraiment là-dedans. Et en fait, bah, les choses sont allées plutôt rapidement, parce que j'avais passé mon DES, c'est le niveau 2, en fait niveau 1 Mmh. c'est pour être moniteur de ski, DES c'était pour devenir entraîneur, en tout cas c'est un niveau un petit peu plus poussé sur l'entraînement. Donc voilà, je venais de passer ce niveau-là en ski nordique, biathlon, enfin sur les disciplines nordiques. Et dans la foulée, en fait, j'ai le chef de ma discipline, Stéphane Boutiot, qui est venu me voir pour me dire qu'il cherchait un entraîneur pour la catégorie junior. Il savait que j'allais arrêter à la fin de la saison, et il m'a proposé le poste. Et donc du coup, en fait, j'ai rangé mes skis le dimanche après-midi, et le mardi, j'étais en réunion à la Fédération française de ski Ok. pour participer aux premières réunions de construction sur l'équipe junior sur l'année qui allait suivre. Donc les choses sont faites assez rapidement, et puis ensuite, bah, 1 an, 2 ans, 3 ans, 4 ans, je m'épanouissais pleinement, et on m'a proposé le poste voilà, avec l'équipe élite en fin avril dernier. Ok, trop bien. Voilà. Est-ce que t'as, parce que là, en fait, t'as commencé à quel âge exactement le biathlon? C'était super jeune. J'ai Enfin, commencé le le ski de bia- fond, ou peut-être t'as j'ai commencé commencé le le. ski de fond, je devais avoir 7-8 ans. Ok. Les premières séances avec le scolaire, j'avais 7-8 ans. Et c'est au collège que t'as commencé à avoir des classes spéciales? C'est ça où C'est en tu pars? sixième. En En sixième, sixième, il y ouais. avait, Ok. il y avait, il y avait des classes sportives. Et ensuite, à partir de la troisième seconde, on rentrait en section sportive. Donc là, c'était des horaires aménagés pour pouvoir pratiquer la discipline, Ouais, etc. donc 6 ans, sixième, t'as 11-12 ans, Ouais, à peu près, jusqu'à aujourd'hui, ouais, 40 ans, ça fait 40 quand même ans. 28 Ouais, ça ans fait dans, long. dans le sport. Euh, est-ce que tu dirais que, bon, t'as quand même dédié une partie de ta vie à ce sport. Est-ce que ça a tu l'as déjà dit tout à l'heure, mais est-ce que ça a eu des impacts euh, sur, euh, sur des choses j'allais dire que tu regrettes, tu m'as dit tout à l'heure que tu regrettais pas, mais est-ce qu'il y a des choses que peut-être que, que t'as pas vécu et que tu aurais aimé vivre à 100% et que t'as pas pu? Encore une fois, sans parler de regrets, parce que tu m'as dit tout à l'heure que t'avais pas de regrets, et aujourd'hui, ce que tu as fait, c'est exceptionnel. Donc, je pense que tu es très fier de ce que tu as fait, mais puis je vais te laisser de le dire, parce que c'est pas moi de le dire, Mhm. mais, euh, mais si t'as voilà, des choses qui ont impacté ta vie et que tu aurais peut-être pu faire autrement, que tu aurais envie de faire autrement. Ouais, forcément, il y a plein de choses dans le ski. Il faut savoir que c'est un fonctionnement un petit peu particulier. Je dirais que ça se présente pas sur toutes les disciplines, je pense, mais en tout cas, on a une saison qui est très très dense. Forcément, il y a de la neige, pardon, Mm. que 4 mois dans l'hiver, de moins en moins en plus. Ouais. Donc, du coup, bah, ça se densifie énormément, et on est quasiment parti entre les stages, les rassemblements, les diverses réunions à droite à gauche, et toute la période de compétition. On est quasiment parti 180 à 200 jours par an. Donc moi j'ai fait ça pendant près de 15 ans au plus haut niveau. Et forcément il y a un impact, il y a un impact sur ta vie, notamment sur ta vie perso. Moi je suis papa d'un petit garçon, et forcément tout le monde n'accepte pas ce rythme de vie-là. Tout le monde n'est pas prêt à l'assumer sur la durée. Et le fait d'être éloigné de la maison, et de partir tellement souvent à un moment donné, bah, voilà, il y a des divergences qui peuvent se créer aussi Mm. entre les personnes. Et aujourd'hui, bah, je suis séparé, et je vois beaucoup moins mon petit garçon à cause de ça. Donc les impacts sur la vie, forcément, ils sont directs. Choisir, c'est renoncer. C'est un choix que je fais encore pour l'instant. Est-ce que je le ferai pour mes futures années de carrière pendant un très long moment? Je sais pas, j'en suis pas sûr. Mais en tout cas, voilà, il y a un projet que j'ai envie de mener à bout. Et pour l'instant, je continue à faire ce choix-là voilà, en prenant les choses un petit peu comme elles viennent à côté, et puis en essayant d'en profiter un maximum dès que j'ai le temps. Mais en tout cas, forcément, c'est des choses. Enfin voilà, ce rythme de vie, bah,
sur papier glacé, ça a l'air tout beau, tout rose, il passe à la télé, ça gagne pas mal d'argent aussi parce que voilà, encore une fois, le biathlon a bien évolué, on gagne beaucoup mieux notre vie qu'il y a 15-20 ans dans la discipline, mais, euh, mais forcément, c'est pas tout beau, tout rose, et derrière, il y a plein d'aspects qu'on n'imagine pas et qui sont quelquefois assez contraignants. Ouais, et puis ce que tu as dit tout à l'heure, c'est que de toute façon, enfin, c'est exactement ce que tu disais tout à l'heure, c'est-à-dire que tu as passé un an où tu n'as rien fait d'autre que de t'entraîner quand tu étais Mmh. jeune, justement, après que tes amis étaient pris dans la team. Et ça, en fait, je pense que c'est des choses que tu as reproduit en fait, toutes les saisons pendant 15 ans. Donc forcément, si tu n'as pas de place pour autre chose que pour le sport, C'est un peu ça, ouais. maintenant, après, encore une fois, je le sais pas parce que j'ai jamais vécu, mais je peux comprendre, et en étant fan de sport, de plein de sports différents, de l'émotion que ça peut produire, d'aller faire des championnats du monde, des coupes du monde, des Jeux olympiques, où c'est des choses où tu es un peu sur le toit du monde, sur ton Mmh. sport, dans ton sport. Et donc, est-ce que ces émotions-là, alors, encore une fois, j'employais des mots qui sont peut-être pas justes, mais est-ce qu'elles valent Peine. ces choses que tu as mis de côté? Est-ce que je pense que la balance, elle est là aussi, quoi, je pense. En fait, moi, j'ai jamais été énormément dans l'émotion une fois la ligne passée. Ok. En fait, c'était vraiment moi, ma satisfaction à moi, c'était de voir j'ai toujours été- alors, enfin voilà, ça peut paraître être de la fausse modestie, mais ça l'est absolument pas. Mais j'ai très rarement aimé être célébré quand j'avais un résultat. Euh, Pas le pire moment, mais en tout cas un moment que j'appréciais pas du tout, c'était de monter sur un podium. Monter sur un podium, c'était Et tout le monde qui te regarde, ouais, qui t'applaudit, tout le monde qui te... tout le monde qui te regarde, et puis pour moi en fait le boulot il est fait. Pour moi le boulot il est fait quand tu passes la ligne d'arrivée, et moi ma satisfaction à moi c'était de voir mon nom en haut d'une liste de résultats, et ça s'arrêtait là. C'était ma satisfaction à moi, c'était de voir encore une fois que tout ce que j'avais mis en place pour arriver à avoir mon nom en une liste de résultats fonctionnait en fait. C'était ça ma grosse satisfaction. Ensuite, sur le plan des émotions, oui, tu vis des choses exceptionnelles. Très, très sincèrement, j'ai vécu des choses qu'il aurait été très compliqué de vivre en ayant choisi une vie un petit peu plus classique, entre Mhm. guillemets, même s'il n'y a pas de vie classique, mais en tout cas un chemin et un parcours un petit peu plus habituel. Ça, oui. Mais par contre, c'est pas sur le plan des émotions que ça s'est joué. Moi, c'était plus sur l'approche du travail et la manière de construire les choses qui m'amenait une satisfaction au moment où, Ok. au moment où j'arrivais à concrétiser ça par un résultat. Mais tu vois, enfin, je sais pas si tu l'as déjà entendu, mais euh, pendant la Coupe du Monde 98 de foot, euh, en fait, ils ont le lendemain de la victoire, il y en a plein qui en parlent, mais je sais plus si j'en ai pas parlé la dernière fois avec Noé dans la première qu'on a fait, où le lendemain il y a eu la soirée, tu vois, ils y croyaient pas, dans le stade, ils avaient gagné la Coupe du Monde, etc. Le lendemain, c'était parti pour la suite, quoi. C'est quoi la suite, quoi? Qu'est-ce qu'on y va après? Alors, tu vois, tu savoures pas. En fait, de l'extérieur, tu te dis, Ouais. mais c'est des ouf. Ils ont gagné la Coupe du Monde. Ils sont les meilleurs dans un sport en plus Mm. aussi populaire que ça. Ouais. Et en fait, ils savourent pas. Mm. Putain, il faut partir en vacances, Mm. faut faire ça. En fait, t'es pas à la place des gens. C'est-à-dire Mm. qu'en fait, le chemin que t'as accompli, ce que je dis souvent, c'est que le chemin est beaucoup plus important que le Mm. résultat. Et c'est là que tu prends du kiff, c'est là que tu travailles, c'est là que tu crées de l'expérience, tu crées des expériences avec les gens et du vécu. Et en fait, c'est très bien de regarder la Coupe du Monde, c'est très bien d'avoir fait des podiums, mais en fait, qui te fait kiffer, c'est de repartir C'est ça. justement dans le process. Mm. Et ça, c'est vrai que c'est assez commun à toutes les têtes de très haut niveau qui en parlent. Et ça montre encore une fois que, euh, que quand le travail, enfin, quand tu es passionné, que tu mets tout ce que tu as, toute ton âme dans ton entraînement, c'est pas des sacrifices. Parce qu'en Mm. fait, le chemin, il est beau, Il est il aussi est beau que intense que le exactement. résultat. Ouais. Et au final, en fait, c'est une bataille un peu qui est une bataille différente que d'avoir une famille. Mm. En fait, tu peux pas. C'est compliqué, tu sais. C'est quoi qu'on dit? Euh, C'est ce qui importe, c'est pas la destination, c'est le voyage, non? c'est le C'est un truc voyage, dans le voilà, genre. c'est ça. Et puis tu as aussi un truc, c'est que moi, je m'en rends compte aussi de mon côté à un plus humble niveau, c'est que euh, tu peux pas exceller dans tous les domaines, c'est-à-dire que dans tous les domaines de la vie, c'est-à-dire que si tu veux être un excellent athlète, c'est pas possible d'être un excellent, par exemple, je sais pas moi, entrepreneur, Mm. un excellent père, un excellent mari, un excellent coach,
parce qu'il y en a souvent qui font coach et athlète, et qui ont une femme, qui ont des enfants. Et en fait, bah, si tu excelles dans un niveau, si tu es vraiment le meilleur dans ton domaine, où tu fais partie des 10, 20, 30 meilleurs du monde, ce qui est pour moi, tu fais partie, t'es le meilleur, de quoi, l'élite. bah, tu vas forcément abaisser ton level dans Dans d'autres d'autres secteurs, domaines, quoi. ouais. Comme n'importe quel jeu vidéo, quoi. Tu montes une seule compétence, et soit tu montes toutes les compétences un petit peu, soit tu en montes une à fond et tu deviens le meilleur en force ou en endurance ou en Ouais. ce que tu veux. Mais et donc ça, les gens aussi ont du mal à comprendre. Je pense que si tu veux devenir excellent, en fait, bah en fait c'est dans un secteur bien particulier et tu vas mettre de côté d'autres Ouais. choses. Et et ce qui je trouve qui est intéressant là, c'est que toi tu fais le choix de continuer en fait un peu. Que je pense que c'est quand même peut-être moins prenant, quoique on a une discussion juste avant où Ouais. euh, tu organises un peu tout aussi au sein de la fédération pour les biathlètes, pour les stages et pour les Ouais. rencontres. Et ça c'est quand même c'est quand même quelque chose qui est quand même intéressant d'avoir toi ton retour là-dessus. Et justement, tu as fait ce choix-là. C'est un choix, quoi. T'es pas par la force des choses, quoi. Et tu l'as Ouais, accepté aussi, donc. c'est un choix et ça a pas été des choix évidents par moment parce que vraiment, j'aime vraiment énormément de choses. Je suis quelqu'un, je pense, d'assez ouvert et voilà, il y a plein de disciplines que j'aurais aimé pratiquer, étant plus jeune, mais pour devenir le meilleur dans un domaine, j'ai fait le choix de les écarter. Voilà, j'ai fait le choix de mettre ces Mm. choses-là de côté, de la même manière que j'ai mis un petit peu ma famille de côté, de la même manière que j'ai mis mes amis de côté à une certaine période. Et aujourd'hui, je suis très bon pour faire ça. Mettre de côté les choses Focus sur un truc en pour particulier. me focus sur un truc, C'est une qualité. j'arrive à le faire d'autant plus facilement. C'est un skill, quoi, pour le coup. Mais voilà, c'est une, voilà, encore une fois, et c'est vraiment mon motto pour le coup, c'est choisir, c'est renoncer. Pour moi, c'est ça, c'est tu fais le choix d'aller là, tu sais qu'à côté, tu pourras pas aller là. Tu sais Ouais. que ça, il faudra le laisser Tu peux aussi. pas tout avoir, Et quoi. on peut pas tout Mm. avoir. On peut pas tout avoir. Et c'est un petit peu, allez, pour partir sur autre chose, c'est ce que la société actuelle, j'ai l'impression, essaie d'un petit peu trop nous promettre. Et ça donne des champs un petit peu trop larges. Et à l'inverse voilà, de pouvoir resserrer un petit peu l'entonnoir pour que chaque personne puisse aller dans son, exceller dans un domaine, quoi. On va mettre de côté cette partie-là justement de pouvoir être excellé dans un domaine et tout focus dessus. C'est justement, c'est quoi ton avis là-dessus par rapport à justement à ce qu'on vit dans la vie de tous les jours, justement ce que tu disais à l'instant. Bah, c'est vrai qu'on est abreuvé par plein de choses. Aujourd'hui, notamment sur les réseaux sociaux, il suffit d'ouvrir Insta pour avoir 30 000 choses qui déboulent et qui, et qui potentiellement vont faire qu'on est intéressé parce que c'est glamour, parce que c'est sexy, parce que ça pète, parce que ça, enfin voilà. Et justement, il y a tellement de possibilités en fait de se perdre, je trouve et de laisser de côté ce sur quoi on s'est engagé, ça Je devient, suis d'accord. il y a de plus en plus de tentations en fait qui font que Tu te défocuses super vite, quoi. voilà, tu te Mm. défocuses super vite et puis tu n'as plus envie de te battre pour aller chercher les choses. Voilà, je trouve qu'on perd un petit peu de ça aujourd'hui et que cette faculté à avoir une certaine rigueur, une certaine discipline, elle est vraiment super importante dans n'importe quel domaine que ce soit. Est-ce que tu arrives à l'inculquer à tes jeunes que tu as eu pendant 4 ans c'est un point quand même particulier que tu dois pouvoir développer, surtout avec ton vécu toi et par rapport à ton frère et est-ce que tu as vu aussi de lui, ce que tu as vu de toi qui aussi avait du mal peut-être à focus à des moments où tu avais besoin de relâcher un peu la pression. Comment tu gères justement cet équilibre pour des jeunes qui sont pas forcément près de chez eux, peut-être en internat ou je sais pas trop comment ça fonctionne, mais quand tu avais les jeunes et puis même après ensuite derrière avec les élites, de leur inculquer le fait que bah en fait, il faut qu'ils arrivent à se focus et qu'après ça paiera, mais il faut absolument être à 100%. Et je pense que pour les jeunes, c'est quand même peut-être compliqué de leur faire Ouais, comprendre ouais, ça. c'est vraiment ultra important et c'est vrai qu'aujourd'hui on a plein de jeunes qui ont du mal à en fait à prendre leur projet en main parce qu'en fait il y a tellement de choses autour qu'ils ont du mal à se recentrer sur quelque chose. Alors je parle pas des athlètes que j'entraîne actuellement parce que là Du très haut niveau, ouais. on parle du très très haut niveau et eux ils ont déjà réussi à tracer leur route. Mais c'est vrai que sur les années passées quand j'entraînais les groupes juniors, il y avait des jeunes voilà qui avaient quand même du mal un petit peu à se recentrer et c'était délicat en fait de leur faire comprendre que bah, tu as envie d'y arriver, ok, mais va falloir t'investir un petit peu plus et tes réseaux, bah, va falloir les lâcher le soir et puis va falloir peut-être laisser aussi un petit peu ta copine de côté et peut-être que tu n'habites pas à côté d'un pas de tir
et il va falloir te rapprocher d'une piste de ski roue et d'une structure adaptée, donc c'est-à-dire partir de chez tes parents et du petit cocon familial. Et ça, je trouve personnellement, hein, et je passe pour un vieux con, hein, à dire ça, mais je m'en fous, j'ai 40 ans, j'ai le droit de passer pour un vieux con maintenant. Donc du coup, je trouve qu'on avait plus de facilité et plus de faculté à le faire par le passé. Aujourd'hui, voilà, pour faire lâcher les choses, pour que les jeunes arrivent à se lancer dans des projets pleinement, c'est plus compliqué. Par contre, ça a très certainement développé d'autres choses et d'autres compétences, notamment, moi je vois des jeunes qui sont absolument plus complexés et qui ont d'autres facultés, qui arrivent, on parlait d'être conquérant tout Mmh. à l'heure en début de podcast. Moi je vois des jeunes qui arrivent à s'exprimer sur un pas de tir, à lâcher les chevaux, à arriver à prendre tous les risques, comme je le voyais très peu par le passé. Parce que OK. justement, parce qu'il y a tellement rien à perdre, parce que bah, si on arrive sur le pas de tir et qu'on se lâche, ben, il y aura quelque chose à côté. En gros, je mets pas tout non plus et tout mon centre d'intérêt OK. dans quelque chose qui va revêtir une importance si grande que j'ai l'impression de tout perdre si j'échoue. Et Est-ce que ça, c'est pas une condition nécessaire pour atteindre le plus haut niveau, justement, d'avoir cette si j'échoue, je vais tout perdre? C'est un peu ce que tu avais toi, tu vois, tu pas que parce que des fois, ben, on peut se retrouver avec un poids sur les épaules qui est mmh, tellement important que ça nous oppresse et ça nous empêche justement de nous élever et de nous exprimer. Là, enfin voilà, il, il y a plein de jeunes, alors ben, s'ils n'y arrivent pas dans ce domaine-là, ils savent qu'il y aura un autre domaine dans lequel ils pourront s'infiltrer parce qu'ils ont une ouverture d'esprit qui est encore plus grande et que ça les limite pas. Et je pense que si on arrive à trouver un juste milieu entre les deux, c'est là où par moment on arrive à se recentrer sur les moments nécessaires, mais à d'autres, au contraire, à se grandir et à prendre des risques et à se lancer. Ben, je pense que si on arrive à trouver un juste milieu et une balance, tout est question d'équilibre de toute façon, je le pense très, très mmh, sincèrement. mmh. Si on arrive à trouver une juste balance entre ces deux aspects-là, on arrive aussi à mieux optimiser son potentiel et à faire grandir la performance. OK. Hem, Je suis je un peu perdu là, hein. non, non, mais non, non, c'est très bien, c'est très bien, c'est super intéressant. Il y a eu les championnats du monde, là, c'était, il y a pas très longtemps. Tu vois, c'est fait février-mars, je dirais, Mmh. je sais plus les dates. Je Février. je crois que les filles, elles ont tout explosé Ouais, et les gars, ont été super bien parce que je crois qu'il y a pas en dessous d'un top 10, ouais. je crois. Donc c'est quand même je sais pas ce que tu en penses. Moi, de l'extérieur, bah, je trouve que c'est une super perf. Qu'est-ce que toi, de l'intérieur, vous avez atteint vos objectifs qui étaient de ce niveau-là ou plus haut, plus bas bon, je pense que chez les femmes, vous ne pouvez pas faire mieux parce Ouais, qu'elles gagnent. Et est-ce que chez les gars, vous avez atteint, toi, pour ta première saison, est-ce que tu... alors chez les femmes, chez les femmes, elles ont réalisé vraiment des résultats exceptionnels cette saison. C'est un collègue à moi qui est en charge du groupe Hmm. féminin et vraiment réalise la meilleure saison de l'histoire. Ok, Donc vraiment, ok, ça va être compliqué d'aller de faire chercher mieux. mieux Hmm. et je leur souhaite en tout cas. Et pour les garçons, ça a été un petit peu plus délicat. Moi, c'était ma première année en poste. Le début de saison a été un petit peu plus compliqué. Et à partir des championnats du monde, les choses ont commencé à se mettre en place et on réalise une très belle fin de saison. Alors on n'a pas réussi à venir chercher ce qu'on aurait souhaité sur le début de saison ni sur les championnats du monde. On aurait forcément souhaité que les choses voilà, marchent un petit peu mieux et qu'on obtienne de meilleurs résultats sur cet événement. Maintenant sur la fin de saison, ça s'est beaucoup mieux passé. Et voilà, et il faut pas non plus avoir la prétention d'aller trop vite. Moi, c'est la première année où je m'occupe du groupe élite avec Jean-Pierre Amat et qui est mon binôme au tir. Voilà, Ok, ouais. c'est l'entraîneur de tir. Et, et forcément, on aurait aimé que les choses se mettent plus vite en place. Maintenant, voilà, faut laisser le temps aux choses. Rome, c'est pas fait en un jour. Et puis voilà, puis les choses se sont plutôt bien mis en place sur la fin de saison. Ça a donné énormément de motivation et d'envie de repartir sur la préparation suivante au gars. Donc je pense qu'il va y avoir de belles choses à venir sur la saison 2024-2025.
OK, au top. Est-ce que, tu pourrais, est-ce que tu arriverais à avec cette première saison, alors après tu en as fait d'autres avant, parce que tu as fait 4 ans chez les jeunes. J'imagine qu'en élite, c'est quand même un peu différent en termes de coaching, en termes de personnalité, en termes de gestion d'athlète. Est-ce que toi, tu t'arriverais à mettre le doigt sur une qualité ou des qualités qui te manquent encore aujourd'hui en tant que, bah, que sélectionneur, qu'entraîneur de cette équipe de France, euh, qui là serait important de développer pour toi en termes de coach, une qualité de coach que voilà que tu as mis le point sur dire ok, prochaine saison, faut que je développe mes athlètes, mais est-ce que moi en tant que coach, il y a un point que je peux améliorer, sur lequel je peux travailler, que je vais travailler pour pouvoir justement pouvoir mieux coacher mes athlètes? Ouais, je pense être quelqu'un d'assez complet pour le coup sur l'approche, on va dire, de l'entraînement pur et dur, enfin voilà, entraînement Mm. physique pur et dur. Je pense être plutôt assez complet et avoir des compétences assez développées dans ce domaine-là, sans prétention aucune. Mais voilà, je pense avoir roulé ma bosse un petit peu dans le domaine. J'ai toujours été très intéressé également en tant qu'athlète. J'ai suivi quelques formations par la suite aussi, qui m'ont un petit peu élargi mon champ de vision euh, sur, euh, sur, euh, sur une préparation, on va dire, un petit peu plus généraliste et pas que spécifique au ski. Donc en ce sens, je pense être plutôt calé. Ensuite, clairement, je pense que après 5 ans de coaching uniquement, je peux manquer encore d'expérience sur certains domaines. Donc notamment sur une approche des fois un petit peu plus persuasive et incisive sur du coaching pur et dur en fait, sur du discours, sur le fait de pouvoir engager les athlètes derrière moi pour les amener sur le projet dans lequel j'ai envie de les amener. Faut savoir qu'on se prépare en équipe, mais qu'on fait un sport Mm. individuel. Donc en fait, chacun veut également avoir sa trajectoire et il faut arriver en fait à faire une sorte de cohésion avec tout ça pour amener tout le monde dans le même sens. Et ça, c'est pas ultra évident dans notre discipline, dans nos disciplines en général. Généralement, les athlètes qui font des sports individuels, ils sont coachés par des coachs individuels qui s'occupent uniquement de l'athlète en question. C'est le cas en tennis, c'est souvent le cas en athlétisme. Voilà, c'est le cas Sur tous les sports quelquefois, individuels voilà, quasiment, sur hein, tous en les sports golf, individuels, Mm. Mm. exactement. Et en ce sens, c'est des fois un petit peu compliqué de faire adhérer tout le monde au projet dans lequel on veut les amener. Et je pense que j'ai encore à progresser là-dessus, sur une force de persuasion. Mais je pense que ce qui va m'amener ça, au-delà des formations en coaching ou autre, c'est l'expérience et l'arrivée des résultats. Je pense qu'une fois qu'on a ça, les athlètes ont d'autant plus tendance à s'engager parce qu'ils ont pleine confiance. Ils savent que ça marche dans le process marche, ce qu'on disait Exactement, tout à ils l'heure. savent que le Mm. process marche, donc du coup ils ont tendance à s'engager beaucoup plus facilement dans la dynamique. Est-ce que malgré le fait que tu aies cette carrière à très très haut niveau et que tu fasses partie des meilleurs Français de l'histoire, est-ce que ça suffit ou ça suffit pas? Non, ça suffit pas. Clairement, ça suffit pas. Clairement, ça suffit pas. Et je le vois. On a encore plus, on va dire, avec la génération d'aujourd'hui. Je vais vraiment passer pour un vieux con pour le Non, coup. non, mais, Mais, non, mais c'est bien, mais, hein. mais on a une génération un petit peu zapping sur laquelle il faut Mm. toujours se réinventer et s'adapter. En fait, si je le vois, nous, on avait une trame et une ligne de conduite qui étaient similaires pendant toute l'année. Et puis voilà, et puis on adhérait au truc et on se balançait dedans et on se posait pas de questions. Aujourd'hui, passer 2 semaines avec les mêmes séances, les athlètes, ils se lassent, ils ont envie de passer à autre chose, ils ont envie de quelque chose qui les motive un petit peu plus ou de venir travailler un petit peu plus spécifiquement sur tel domaine. Mm. Il y a beaucoup plus d'exigences de la part des athlètes aujourd'hui que ce que c'était le cas quand moi j'étais athlète et sur des domaines beaucoup plus spécifiques. Et si on n'a pas le bagage pour pouvoir répondre à leurs attentes, répondre à leurs interrogations, c'est très très dur d'acquérir leur confiance et de les amener dans le sens où on veut amener le projet. Après, on a aussi quelque chose qui se fait, c'est qu'au fil des années, on en apprend plus sur le corps humain, on apprend plus Ouais. sur la prépa mentale, sur le sport en lui-même. En général, alors je sais pas si c'est vrai dans tous les sports, mais
plus on avance dans le temps et plus les records sont battus un peu, les athlètes sont un peu meilleurs. Est-ce que on pourrait dire que, par exemple en basket, est-ce que LeBron James est meilleur que Michael Jordan? Tu vois, c'est un débat, c'est pas la même époque, C'est pas la même ou époque. Messi et Maradona, j'en sais rien, tu vois. Mais aujourd'hui, forcément, il y a un niveau d'exigence. Alors après, est-ce que les athlètes s'en rendent compte? Oui, ce que tu as l'air de dire, c'est qu'ils ont aussi besoin d'avoir, ils ont peut-être plus besoin d'être assistés aussi, je sais pas, Ouais. par rapport à certaines choses que tu disais juste avant. En fait, comme il y a beaucoup plus de connaissances disponibles, je Ouais, pense qu'ils se ok. questionnent beaucoup plus, Mm. et du coup, bah, Ce qui est potentiellement une bonne chose. ce qui est potentiellement Mm. une bonne chose. Mais Mm. après, il faut pas se perdre non Ouais. plus à vouloir partir dans tous les sens, parce que le biais que ça peut avoir, c'est que ça marche pas bien dans le sens, donc on va aller par là. Ouais. Et finalement, non, continue à suivre le process et tu vas voir. Encore un petit peu, Encore un tu petit peu, verras, ça va encore un petit payer. peu, et tu Ouais, vois, ok. ça va payer. Mm. Et des fois, on a envie de bifurquer un petit peu trop vite vers, Mm. vers quelque chose qui semble être une solution de facilité et qui l'est pas vraiment. D'où l'intérêt d'avoir confiance dans son coach. Et Exactement. souvent, c'est d'avoir le cheval avec les œillères, quoi. Mm. C'est-à-dire que, en fait, et d'être coachable. En fait, c'est ça. En C'est fait, ça c'est aussi. le pur kiff pour un coach, c'est d'avoir une personne qui soit coachable, que l'athlète ait les œillères, et qu'en fait, quand tu vas lui donner des infos, il va dire, OK, coach, j'applique. Alors, forcément, comme je disais, c'est intéressant aussi que la personne comprenne le process. C'est toi, le genre d'athlète que tu étais, apparemment, puisque tu t'essayes de comprendre, de t'impliquer d'essayer de comprendre ce que le coach essaie de te faire faire. Et je pense que c'est la meilleure façon pour un athlète de progresser et pas juste, ok, fais ça, je le fais les yeux Non, il fermés. faut Et il faut essayer de comprendre aussi, d'être impliqué dans le processus pour être comprendre. impliqué dans Et, le processus et le projet. Je pense que c'est la ouais, première c'est ce chose, que tu disais tout à l'heure. Ouais. c'est la chose qui est Mm. la plus importante. Ça, Et c'est ça, sûr pour un athlète. je comprends que c'est difficile parce que, en fait, tu as fait tes preuves en tant qu'athlète, comme tu disais tout à l'heure, mais comme on dit souvent aussi qu'un athlète ne fait pas forcément un bon coach, Exactement. et c'est pas parce que tu as été un athlète de très haut niveau et que tu as connu le très haut niveau que tu vas avoir la pédagogie, que tu vas Mm. avoir la technique, que tu vas avoir la façon de gérer les gens, que le timing, Mm. l'organisation. En fait, il y a tellement de facteurs que toi aujourd'hui tu dois découvrir parce que Mm. quand tu étais athlète, forcément tu avais aussi un groupe autour de toi qui devait gérer aussi un peu les choses pour toi. Aujourd'hui, tu passes de l'autre côté et c'est sûr qu'il doit y avoir plusieurs facteurs et pas que la partie. Ouais, et c'est pour ça que j'ai jamais eu envie de me limiter à ça, parce que très sincèrement, si j'avais voulu choisir l'option de facilité, j'ai envie de dire on a un milieu où j'aurais pu, je pense, me projeter relativement facilement en tant que coach junior, sans chercher La difficulté, le à aller plus risque. loin en Ouais, fait. ouais, ouais. Alors que bah voilà, moi par la suite, une fois que j'ai obtenu ce poste avec le coach des juniors, et ben, j'ai quand même cherché à continuer à me former. Je continue encore, je lis, j'essaie de me renseigner à droite à gauche dans pas mal de domaines justement pour essayer voilà, de m'améliorer, de progresser, de prendre ce qu'il y a à prendre, de laisser de ce côté ce qui m'intéresse pas, et puis d'avancer petit à petit pour, euh, pour devenir un petit peu meilleur chaque jour. Est-ce que est-ce que c'est euh, on va dire de la formation personnelle pour être le meilleur dans lequel t'es, ce que tu viens de dire. Et est-ce qu'il y a aussi de l'ambition de se dire, ok, aujourd'hui j'aimerais être, je sais pas, tu voulais être le meilleur athlète de tous les temps, est-ce que tu pourrais très bien devenir le meilleur coach de l'équipe de France qui a jamais été connue, tu vois. Et est-ce que ça c'est quelque chose auquel tu penses ou en faisant ça, alors c'est difficile comme question parce que tu es au début et de ta carrière de vraiment en élite et je comprends que ça puisse être compliqué, mais après, les gens ont souvent, enfin, on est très vite jugé, surtout en France, quand on a des ambitions, on a du mal, enfin, quand on exprime quelque chose, on dit ouais mais non, arrête, lui il se la pète, et il fait ça, il va jamais le faire, et puis au final, bah tu le fais, et puis au final, les gens après tu vois, je pense que peut-être que tu as déjà connu ça en tant qu'athlète, mais est-ce que tu as de l'ambition Ouais, directement bah, sur... forcément, moi déjà, entraîner une équipe élite, c'était quelque chose que je n'imaginais pas faire aussi rapidement. Basculer des juniors après 4 ans d'expérience sur une équipe élite, je pense que ce qui m'a permis de le faire, c'est également tout mon background en tant Mm, qu'athlète. mm, Mais forcément, c'est déjà un aboutissement en soi. Ensuite, j'ai pas envie de m'arrêter là. Moi, il y a quelque chose qui me tient particulièrement à cœur, c'est j'ai souvent bloqué sur les Jeux Olympiques. ok, J'ai jamais eu de très bons résultats au jeu, et pour le coup, si j'ai pas pu les avoir par moi-même, j'aimerais bien arriver à amener mon équipe au top sur cet événement en 2026. Donc je sais que j'ai les éléments au sein de l'équipe pour pouvoir arriver à aller chercher de très très belles choses, et puis voilà, et puis à moi d'arriver
à driver tout ça et à coacher ça à coacher les athlètes le plus justement possible pour arriver à exceller sur cet événement en février 2026. Ça sera à côté de la maison en plus à Milan. Donc voilà, donc ça c'est une grosse ambition que j'ai. Et puis ensuite on verra pour le reste par la suite. Mais pour le coup, les Jeux Olympiques de 2026, ça reste un gros challenge pour moi Est-ce que en tant que coach. les JO, est-ce que c'est un rêve tout court, en fait, j'imagine, pour un athlète comme pour un coach aujourd'hui? Est-ce que c'est quelque chose, toi, qui te fait rêver et qui t'a toujours fait rêver? Ouais, c'est quelque chose qui m'a toujours fait rêver. Ensuite, moi, j'ai toujours été plus sur. On a, on a, on a une discipline sur laquelle on peut s'exprimer sur plusieurs plans, Ouais, ok. on va dire. Mm. Et il y avait pour moi en tant qu'athlète quelque chose qui me tenait vraiment à cœur, c'était le maillot jaune de leader de la Coupe du Monde. C'est-à-dire, c'est le meilleur athlète, c'est l'athlète qui a été le plus régulier sur toute une saison. Et pour ça, pour moi, il y avait quelque chose de T'es le meilleur du monde, quoi. voilà, t'es le Mm. meilleur du monde Mm. sur toute la saison, sur une régularité. Pour moi, c'était ce qui pesait le plus dans le game à l'époque, on va dire. Et ça, c'était vraiment super important pour moi. Et j'ai jamais autant, euh, idolâtré, on va dire, les Jeux Olympiques que ce que je l'ai fait pour ce classement général de la Coupe du Monde. Maintenant, là, en tant que coach, c'est un petit peu différent. Et encore une fois, il y a aussi un challenge à ne pas être arrivé à performer personnellement et de Ouais, je manière comprends. individuelle sur Mm. ces jeux et à vouloir arriver à permettre aux athlètes que je coach à le faire parce que je sais que pour eux, ça revêt une importance toute particulière. Pardon. J'ai encore deux questions pour toi, Ouais. qui sont beaucoup moins, on va dire, alors j'allais dire sérieuses, je sais pas si on va appeler ça sérieuse. La première, c'est, euh, il y a, t'es venu il y a un moment faire une séance à la salle, et puis au moment où je te vois, t'avais un petit cocard là, comme ça. Puis moi, en rigolant, je me dis, bah, le gars s'est pris un truc, s'est pris une porte dans la tête. Et puis je te dis, ouais, Une barre de t'as fait squat. quoi? Ouais, une barre de squat dans la tête. Et je dis, en rigolant, je te dis, ouais, tu t'es battu ou quoi? Et là, tu m'expliques que après une altercation, je crois que c'était en boîte de nuit, en soirée, je sais plus où c'était. Où tu me dis, où tu me racontes un peu ce qui s'est passé. Et tu me dis que tu en avais pris une, mais que le gars en face, il a pris un ou deux coups de boule. Est-ce que la question, est-ce que euh, à choisir entre deux personnages, est-ce que t'es plus Hulk qui part en sucette et qui dégoupille super vite, ou est-ce que t'es plus un espèce de moine Shaolin qui est super posé, super calme. Par contre, quand on vient de faire chier, euh, ça reste quand même quelque Alors, chose que tu dois te défendre quand même, tu vois. je vais répondre à ta question, mais je vais d'abord remettre Vas-y. le truc dans le contexte. Ouais, c'était en fin de saison, donc du coup, bah, envie de relâcher la pression, donc je sors avec des amis, et puis voilà, et puis sur une soirée, il y a quelqu'un en fait qui a essayé de me voler un bracelet que j'avais au poignet, C'est ça que tu m'as raconté. et donc du coup, je l'ai prévenu avant parce que il essayait de me défaire la petite attache du bracelet. Donc je l'ai prévenu que s'il lâchait pas le bracelet, il allait prendre un coup de boule. Et comme il lâchait pas le bracelet, il a pris un coup de boule. Ok. Effectivement, mais je l'ai prévenu avant. Ok, bon, ça va alors. Je l'ai prévenu avant, et derrière, il y avait un pote à lui que j'avais pas vu et qui m'a allongé une grande droite. Donc voilà, donc voilà. Après, je suis resté posé. Ça peut vite dégénérer. On a vu des bagarres qui dégénéraient. Mm. Donc derrière ça, je suis resté un petit peu posé et j'y suis pas retourné parce que prendre un coup de lame, Ouais. ça peut aller vite aussi. Donc voilà, donc j'ai pas cherché à aller plus loin. Mais voilà, j'ai réagi en fait à quelqu'un qui essayait de me voler un bracelet. Et donc du coup, bah, pour répondre à ta seconde question, ça y répond un petit peu indirectement. Mm. On va dire que je pense pas être Hulk à dégoupiller complet. Maintenant, je pense pas être un moine Shaolin non plus, avec un calme stoïque en toutes circonstances. Par contre, je peux être impulsif par moment. Ça me fait des fois un petit peu défaut aussi dans ma pratique Ce que j'allais te demander juste après. dans ma pratique de coach. Mais en tout cas voilà, il y a souvent un élément déclencheur qui fait que derrière,
qui fait que derrière, je disjoncte et je disjoncte jamais comme ça sur un coup de tête. Ça c'est une certitude. Ça t'a déjà joué des tours en tant qu'athlète, en tant que coach, même pendant une compétition peut-être, ou de justement d'avoir un caractère un peu Un qui peu, qui peut répondre, un quoi, peu tu du vois? sud. Ouais, je sais pas, j'avais pas justement mettre les gens dans la catégorie Oui, comme ça, bah, mais oui, pourquoi pas. forcément, quand on est un petit peu Mm. sanguin, ça se ressent un petit peu. Moi, j'ai tendance à dire qu'on est dans sa discipline, dans son sport, de la même manière qu'on fonctionne dans la vie. Je pense qu'il y a une grosse part de vérité Mm. là-dedans, et j'arrive beaucoup plus à me canaliser aujourd'hui que ce que j'y arrivais par le passé. Et forcément, pendant ma carrière d'athlète, ça m'a joué quelques tours, quoi, à rater une balle au moment où il faut pas la rater et par impulsion ou par réaction en Tu chaîne. tires sur tout le monde. Exactement. Ben, non, mais rater les 3 balles suivantes parce Ok. que, parce que je suis excédé d'avoir Ouais. raté la balle qu'il fallait pas rater. Et puis, bah, oui, certes, en ratant cette balle, ben, je finis pas sur le podium. Mais par contre, ben, j'aurais quand même pu finir dans les 10 premiers. Et puis, à la place de finir dans les 10 premiers, ben, je finis 35e. Donc voilà. Donc, des fois, par impulsivité, il y avait des choses qui avaient tendance à ressortir et qui étaient pas très très jolies. Donc voilà. Donc, il a fallu à certains moments canaliser tout ça pour les orienter dans le bon sens. Et en tant que coach, c'est déjà arrivé que tu pètes un câble justement plus sur un jeune, j'allais dire, qui fait n'importe quoi Alors et c'est arrivé sur un athlète cette année qui se plaignait de son matériel pendant la course, alors qu'il était deuxième. Donc oui, on n'avait pas des bons skis ce jour-là, parce que voilà, il y a une part matérielle qui prend une Mm. importance, assez grande en biathlon. Donc il n'avait pas du super matériel, mais il était deuxième, et plutôt que de perdre de l'énergie en fait à rager contre ses skis et contre son matériel, il aurait mieux fait d'orienter son énergie Pour aller chercher le premier. pour aller chercher Mm. la deuxième place, au moins de conserver Mm. cette deuxième place, parce que le premier, lui, il était à des Ok. années-lumière devant. Et à ce moment-là, j'ai un petit peu dégoupillé sur le bord de la piste, parce que je voyais qu'en fait, lui, il était en train de dégoupiller de son côté, et j'avais envie d'essayer de créer un truc déclencheur chez lui qui fasse Focus, quoi. qui se, Arrête, voilà, focus, quoi. qui, se- Mm. qui se ressentent, quoi. Donc du coup, Ça a marché? j'ai un petit peu gueulé dessus au passage. Alors il s'est vite remis dedans, mais je pense qu'il en avait tellement laissé sur le bord pendant toute la course Ouais. qu'il termine quatrième. Voilà. Aïe, aïe, aïe. Voilà. Alors, petite dernière question. D'où vient ce physique d'extraterrestre? Je te parle pas de ta capacité cardio, de ta force, de ton endurance. Je te parle du physique pur, en esthétique. Pourquoi je te Je dis m'y ça? attendais pas, non, Pourquoi je te dis ça? Parce que les biathlètes en général ont pas ce physique-là. En tout cas, moins, tu vois. Là, je sens que je vais partir dans une zone où peut-être que je vais te gêner, mais c'est pas grave. Mais moi, pour t'avoir vu au CrossFit et avoir vu comment tu bouges et comment tu t'entraînes, euh, t'as toujours eu ce physique-là? Ou c'est là, c'est depuis que t'as arrêté ta carrière que là, tu te focuses sur un entraînement un peu différent? Mais je l'ai dit à plusieurs personnes, j'ai jamais vu ça. Je te dis honnêtement, je te dis la Ah ouais? vérité, ouais, j'ai jamais vu ça. Ok. C'est un truc de ouf. Et pourtant, on a eu quelques Golgoth, mais tu vois, t'es pas un gars énorme. Et je pense que à la caméra, on se rendra compte que tu fais pas 110 Non, kilos de pas du muscle, tout. tu vois. Mais c'est impressionnant, vraiment, je te dis. Ok. Qu'est-ce qui s'est passé Alors, je pense que depuis ma fin de carrière, en fait, j- j'ai pas connu le CrossFit très tôt. Je l'ai Mhm. connu plutôt sur ma fin de carrière, et pour autant, c'est un sport qui m'a toujours pas mal attiré, parce que je trouve que voilà, ça développe vraiment. Je pense qu'il faut une certaine rigueur et une certaine discipline, Mhm. que ça fait appel à énormément de qualités, qualité gymnastique, qualité de force, qualité cardio. Ça me correspond un peu plus Mhm. pour le coup, parce que sur les autres, je suis pas au mieux. Mais en tout cas, c'est vraiment une discipline à laquelle je me suis pas mal intéressé, et sur laquelle je m'implique un petit peu plus depuis 2 ans, 2 ans et demi. Pour répondre à ta question sur le physique, forcément, depuis que je pratique le CrossFit, j'ai peut-être un petit peu pris en masse musculaire, très certainement, depuis ce temps-là. Maintenant, je me suis toujours intéressé, même quand j'étais athlète, de manière plus générale, à la préparation physique. C'est un domaine qui m'a toujours attiré. Et,
j'avais certains complexes étant plus jeune parce que j'étais vraiment une brindille quand j'étais ado et donc du coup je m'étais mis à faire des pompes pour essayer d'impressionner un petit peu plus à l'internat et j'ai toujours peut-être été un petit peu plus carré que d'autres biathlètes sur les circuits. Maintenant, j'ai pas la prétention de dire que je fais partie des Golgoth, absolument pas. Et si je suis tracé, je pense que c'est uniquement dû au fait que je bouffe beaucoup de cardio, que du coup ça me sèche et que j'ai un métabolisme qui crame pas mal de calories parce que je suis hyper actif de manière générale. Je Donc t'allais voilà. me dire, j'ai une nutrition au top, je mange super Non, bien. franchement, je fais gaffe. Ok. Je fais très très gaffe à ce que je mange. Mais voilà, là, la semaine dernière, j'ai mangé deux pizzas parce que je suis dans les travaux chez moi et que j'avais pas le temps de me faire à bouffer. Donc je suis pas ultra rigoureux. Par contre, je pense que j'ai un métabolisme qui crame énormément de calories de manière naturelle, quoi. Simon, merci beaucoup. Merci à C'était un toi. grand plaisir de t'avoir. C'est un Merci. pur kiff de pouvoir discuter avec toi. Merci Merci pour beaucoup. tout. Merci pour Euh, l'invitation. je te souhaite vraiment le meilleur surtout pour les JO carrés. Puis il y a quand même 2 saisons qui vont arriver en avant, je pense. Ouais, 2 saisons, 2023, 2024. Non, elle vient de passer là, non? Ouais. Ouais, 2024, 2025. Après, c'est les JO, donc il en reste plus 2024-2025, qu'une c'est ça. pour être Il prêt pour reste les deux JO. saisons, ouais, tout à fait. Donc, écoute, je te souhaite le meilleur pour ça. Je suis sûr que Merci. tu vas tout déchirer avec la team. Merci. Et puis, on se revoit au CrossFit dans pas longtemps. Ok, Bravo. merci beaucoup. Merci à toi. Bonne continuation à Sweat Story et merci pour l'accueil à chaque fois à la boxe. Avec grand plaisir. Ciao. Merci, mon gars. Merci.